Philippe Crevel, bonjour. Bonjour. Économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Alors, les dernières études indiquent que les Français en matière d'épargne ne jurent que par l'immobilier. D'ailleurs, selon l'enquête menée par Legg Mason, la part d'investissement immobilier des Français est la plus élevée au monde et un quart d'entre eux estiment qu'investir dans l'immobilier, c'est le meilleur choix qu'ils ont fait au cours des 10 dernières années. Pourquoi et comment expliquer cet engouement pour la pierre ? Les Français aiment la pierre et cela date de nombreuses années. C'est une vraie tradition, c'est une valeur refuge. Et puis on constate aujourd'hui une convergence des rendements des différents placements. On voit que l'assurance vie rapporte moins en ce qui concerne les fonds euros, que évidemment tout ce qui est obligation avec des taux d'intérêt extrêmement réduits, ça ne vaut plus grand-chose. Donc la pierre, aujourd'hui c'est un peu le havre de chacun des Français en se disant on a un patrimoine, c'est physique, on peut le sentir, on peut le toucher. Et puis au niveau des rendements, c'est peut-être pas si mal que ça. Et donc c'est pour ça que les Français aujourd'hui investissent fortement dans l'immobilier et que les prix d'ailleurs augmentent de semaine en semaine. Alors justement, quel type d'investissement dans l'immobilier peut-on privilégier en fonction de son profil, que ce soit le Pinel dans le neuf ou même les locations touristiques saisonnières, voire la pierre papier, si vous deviez nous éclairer dans le domaine ? Je dirais que c'est en fonction de son appétence, en fonction évidemment de ses goûts, de ses possibilités financières. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un investissement immobilier, ça se prépare évidemment fortement. C'est beaucoup plus compliqué d'investir dans l'immobilier que d'investir dans une SICAV, dans un organisme de placement collectif. Ça se prépare extrêmement en amont. Évidemment, aujourd'hui, tout ce qui est SCPI, donc les titres papier, c'est intéressant. Pierre papier, c'est intéressant dans le sens où là, c'est plus simple, c'est un peu comme une action, c'est un peu comme une obligation, sauf qu'on est évidemment investi dans l'immobilier, on peut avoir des rendements avec... Quel est le ticket d'entrée, justement ? On peut commencer à combien ? On peut commencer avec des montants réduits, avec quelques milliers d'euros. On peut évidemment se faire son petit pactole en SCPI. 5 000 euros à peu près. 5 000 euros, c'est bon. Après, il faut voir évidemment qu'il y a quelques inconvénients. Rien n'est parfait. Il y a évidemment des droits d'entrée relativement importants. C'est lié au fait qu'on investit dans la pierre, il y a des droits de mutation, des droits d'enregistrement. Et donc, évidemment, ça peut gréver voire une année et demie de rendement. Aujourd'hui, les rendements des SCPI, ça tourne autour de 5% pour faire simple. Et donc, il faut investir sur la durée. Mais quand on investit dans la pierre, on n'investit pas pour 6 mois, on investit sur plusieurs années. Et c'est vrai également pour tout ce qui est donc SCPI. Pour ce qui est du Pinel, quand on veut investir en fait dans un logement neuf que l'on souhaite mettre en location, à quoi faut-il faire particulièrement attention ? Alors dans le Pinel, c'est un avantage fiscal, réduction d'impôts sur plusieurs années, 6, 9, 12 ans. Donc là, on s'engage sur le très long terme. Il faut évidemment regarder, premièrement, le lieu, c'est très important, pas simplement la ville, le quartier, parce qu'on sait qu'il y a eu des programmes Pinel qui ont été réalisés de manière massive dans des quartiers de certaines villes où il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de transport, et donc évidemment que le bien va être difficile à louer, et le cas échéant, à la terme, difficile à revendre. Donc le quartier, le lieu où on investit. Deuxièmement, la qualité. Si on est un petit peu négligent et qu'on ne regarde pas la qualité du programme, on peut évidemment se faire avoir tant pour la location que pour la revente. Et puis, il ne faut pas évidemment être focalisé uniquement sur la réduction d'impôts. Donc je dis Pinel, pourquoi pas, mais il y a peut-être d'autres moyens d'investir dans l'immobilier locatif qui peuvent être aussi intéressants sans les contraintes liées au plafonnement des loyers, au plafond de ressources des locataires. C'est quand même beaucoup de contraintes et donc on peut penser à d'autres statuts comme la location en meublé non professionnel, le LMNP, voire pour certains qui veulent se lancer dans l'investissement locatif, le location en meublé professionnel, mais là, ça a des avantages parce qu'on peut amortir son bien, ce qu'on ne peut pas faire avec le Pinel. Et ceux qui souhaitent investir justement pour mettre leur bien en location, pour des touristes, ça se fait de plus en plus. On a le sentiment que notamment ceux qui font une acquisition d'une résidence secondaire ont dans la tête déjà le fait de pouvoir la rentabiliser sur le long terme. C'était une vraie tendance ? Il y a une vraie tendance de fond, c'est que les Français, avec les plateformes collaboratives, se sont rendus compte qu'un bien immobilier, ça pouvait se gérer un peu comme une entreprise. Et donc, on a sa résidence secondaire au bord de la mer, et on va se dire que pendant les mois où on ne l'occupe pas, on peut la louer. Et donc, grâce à ces plateformes, et bénéficier d'un régime fiscal qui est plutôt intéressant. On va être en résidence donc saisonnière avec un abattement de 50%. Quand on est même
agréé, meublé, touristique, on peut monter jusqu'à 71% d'abattement. Donc c'est vrai que c'est très intéressant fiscalement et ça permet évidemment de rentabiliser un investissement qui coûte très cher à construire, à entretenir, et puis les impôts locaux qui augmentent fortement ces dernières années. Donc c'est une façon évidemment de compenser des charges importantes, voire de se faire un petit bénéfice. L'un des carburants du marché, c'est la faiblesse des taux d'intérêt qui remontent progressivement, on va dire depuis en fait novembre dernier, mais ils restent attractifs. Comment sentez-vous l'évolution des taux d'intérêt là, pour les prochains mois? On est à des niveaux extraordinairement bas de taux d'intérêt à l'heure actuelle. Ils ont atteint, c'est vrai, un plancher en 2016. Ils ont très légèrement remonté, mais parce que l'inflation a remonté un petit peu. C'est vrai qu'il y a une petite tendance aux États-Unis à la remontée des taux, mais on est avec des taux qui sont aujourd'hui très très bas. On sait que ces taux vont le rester, donc vont rester assez bas dans les prochains mois, voire certainement dans les 1 an à 2 ans à venir. Pourquoi? Parce que la dette des États est très élevée quand la France donc, a une dette publique de 100% du PIB, quand les Italiens sont à plus de 120% du PIB, il va falloir dégonfler cette masse. Et on sait que si la Banque Centrale Européenne augmentait ses taux, cela mettrait en difficulté les États. Donc la Banque Centrale Européenne s'est engagée à maintenir des taux bas, certainement au-delà de 2018. Donc même s'il y a une légère remontée, on a encore un peu de temps devant nous pour faire son investissement immobilier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une anticipation de l'augmentation des taux et les gens se précipitent pour bénéficier des taux très faibles à l'heure actuelle. Alors que vous dites, en fait, d'ici 2 ans, ça ne devrait pas tellement augmenter. Hein. Une augmentation progressive. Une remontée très progressive. Et puis en plus, comme l'inflation va remonter, ça va éroder d'ailleurs le montant des remboursements immobiliers. Donc tout ceci, il faut prendre en compte également l'inflation, taux d'intérêt plus inflation. Alors, autre évolution, l'élection du président Macron. Est-ce une bonne chose pour l'immobilier? Il est vrai qu'à la première vue du programme, on pourrait se dire qu'Emmanuel Macron n'aime pas trop l'immobilier. Il va exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, tout ce qui est, on va dire, titres mobilier, donc actions, obligations. Transformer l'ISF en IFI, en impôt sur la fortune immobilière. Oui. Donc, ça c'est évidemment, on va dire qu'il a indiqué par ailleurs qu'il n'augmenterait pas les taux d'imposition sur ce fameux IFI, comme vous l'appelez. Néanmoins, c'est vrai que l'avantage comparatif entre donc l'immobilier et, on va dire, ce qui est le financier, va être au détriment de l'immobilier, premièrement. Deuxièmement, il y a le fait qu'il va exonérer de taxes d'habitation 80% de la population, donc que les 20% restants craignent évidemment une augmentation de leur taxe d'habitation. Donc c'est un peu difficile à se dire est-ce que c'est un avantage d'exonérer la taxe d'habitation ou le fait que les 20% restants vont payer plus de taxes d'habitation. Ce qui est certain, c'est que dans la philosophie donc, économique d'Emmanuel Macron, il y a l'idée qu'il faut réduire donc, l'investissement dans la pierre qui, aujourd'hui, se fait au détriment de l'économie, on va dire, productive. Alors ça, c'est le premier constat. Après, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience. Beaucoup de professionnels disent que l'immobilier, en fait, contribue justement à alimenter l'économie réelle avec le bâtiment, les tout ce qui est la promotion, tout ce qui est évidemment les agences immobilières, etc. C'est un secteur important en France qui a créé des emplois. Donc, jusqu'à la crise de 2008-2009, c'est vrai que depuis, c'est un secteur qui en a perdu, mais c'est un secteur qui est plutôt, on va dire, économiquement très important en France. Donc c'est évidemment de faire la balance entre l'un et l'autre, le fait que les capitaux se dirigent un peu trop vers l'immobilier et ça fait des prix élevés. C'est vrai que les Français consacrent une part de leurs revenus très importants au profit de l'immobilier quand, en fait, ils pourraient peut-être dépenser un peu plus dans la consommation, dans d'autres biens d'équipement. Donc c'est un arbitrage à faire. Je pense que Emmanuel Macron est tout à fait conscient de cette situation et qu'on ne va pas avoir une révolution sur le sujet de l'immobilier. Certainement que déjà pour passer sa réforme de l'ISF, ça ne va pas être si simple que ça. On sent que la majorité pourrait être un peu évidemment chatouilleuse sur un sujet comme l'ISF et qu'il va falloir attendre un petit peu pour voir ce qu'il en est. En plus, le passage à l'IFI, ça va être très compliqué car les SCPI, c'est de l'immobilier. Des sociétés de résidence touristique, c'est de l'immobilier, mais avec une activité professionnelle. Donc dans ce cas-là, c'est une entreprise. Donc dans ce cas, ça échappe donc, au nouveau ISF, ainsi de suite. Donc on va voir que les frontières entre l'immobilier et l'activité productive, au sens entre guillemets, eh bien oui, comme vous l'avez dit,
Hein, c'est très compliqué à déterminer et à séparer. Donc, il est possible que là-dessus, il y ait des aménagements en cours de discussion et il est urgent d'attendre pour voir ce qu'il en sera réellement. Philippe Crevel, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.